Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Parce que Cali. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être ici au Stade Mayol pour un match un peu particulier. Nous sommes sur un match de Champions Cup. Vu les conditions sanitaires, vous l'avez compris, c'est un match qui se jouera à huis clos. Mais on est très heureux aujourd'hui d'avoir deux anciennes légendes, deux anciennes gloires du RCT, Sébastien Bruno et Philippe Fitzgerald. Comment allez-vous, messieurs ? Salut Cali, écoute, on est très, très content de ton invitation et on espère avoir un beau match tout à l'heure. J'en doute pas une seule seconde. Philippe, comment ça va ? Bonjour Christian, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Mayol, ce stade qui est tellement particulier et qu'on a tous dans notre cœur, donc super. Ouais, mais ne t'inquiète pas, on va te rappeler quelques souvenirs juste en fin tu verras, d'interview. On a beaucoup de choses à se dire. Justement, on va parler de belles choses. On va parler notamment de ce premier match qui aura toute son importance. On va commencer avec toi, Seb, parce que tu connais ces deux équipes pour y avoir joué, bien sûr, Celle et le RCT. On va commencer par Celle, que tu as connu il y a quelques années déjà. Oui, j'ai commencé, je crois, en 2004. Et on a eu une belle histoire. On a fait la première année demi-finale et on avait gagné le challenge européen. Et ensuite, on avait gagné le premier titre, le championnat anglais, le premier titre pour l'équipe de Sale. Donc, c'est des grands souvenirs. Ouais. C'est bien parce qu'il ne le rappelle pas, mais tu avais joué quand même à l'époque. Il y avait Lionel Faure. Il y avait un petit contingent français. Il y avait Lionel Faure, il y avait Sébastien Chaval. Oui, il y en a eu d'autres. Il y a eu Daniel Larechea qui était passé. Il y a eu Pierre Caillet, Valentin Courant. On avait une colonie un petit peu de Français. Voilà, c'était pas mal. Philippe, juste avant de commencer cette émission, on parlait un peu de cette Champions Cup. Toi, à l'époque, tu as connu aussi le même système à travers la Challenge Cup. Qu'est-ce qu'on retient quand on joue ce genre de match-là ? On coupe de suite avec le championnat déjà. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on rentre dans un autre contexte, avec un arbitrage qui change, avec les stades qui changent. On est en Angleterre, on est parfois en Roumanie, en Écosse, en Irlande. Et c'est toujours un peu particulier, le déplacement lui-même, et d'envisager un parcours, donc quelque chose qui est assez court finalement, mais qui peut aboutir à quelque chose de merveilleux, donc un titre européen. Donc à l'époque avec Toulon, on était en Roumanie, on a été 2-3 fois à Connacht à Galway, en Irlande. Donc c'est-à-dire que parfois on s'est déplacé en France dans des contextes très particuliers et aller à Galway avec le stade qui est si atypique, avec les lévriers qui fait le tour et avec un public qui est très très partisan, c'est difficile de gagner là-bas. On le disait parce que toi tu as connu, bien sûr, tu es écossais, il faut parler aussi de ce côté, toute l'importance qu'ont peut-être les anglo-saxons sur cette compétition, qui passe peut-être des fois avant le championnat, même si on le sait que autant les Gallois, les Écossais, les Irlandais ont un système différent par rapport aux Anglais. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une grosse importance sur cette compétition pour les anglo-saxons. Il y a une très grande importance et je crois qu'on peut aussi le prendre de la manière suivante en disant qu'il faut peut-être venir en France pour comprendre l'importance du Brennus. Et se comprendre pourquoi, c'est vraiment le sacre, c'est le titre le plus important pour le joueur ici. Après, on va là-bas. Le titre national a bien sûr de l'importance, mais le Coupe européenne, oui, déjà dans les médias, déjà entre les joueurs, déjà dans la culture, c'est quelque chose qui est visé. Il y a une place plus importante alors qu'en France, le Brennus, ça représente quelque chose d'encore plus fort. Ouais, il faut le rappeler, c'est en gros notamment pour l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse, ce sont des provinces avec beaucoup d'internationaux qui jouent ce genre de compétition. Et on le voit, comme le disait tout à l'heure aussi Philippe, c'est que cette compétition reste quand même quelque chose à part, Seb. Non, c'est sûr, ça se rapproche du niveau international. C'est un échelon un peu au-dessus du top 14. Comme disait Fidji, ça va un peu plus vite. L'arbitrage est différent, ça se rapproche du niveau du tournoi des destinations. Donc c'est des matchs où les joueurs sont un peu plus concentrés, il y a moins le droit à l'erreur puisque c'est des matchs de poule. Dès qu'on perd un ou deux matchs, on est pratiquement éliminé. Donc c'est des matchs à la vie et à la mort, quoi. Surtout qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'est, comme tu dis, ça va plus vite, c'est beaucoup plus intense, plus dense. Il y a aussi la discipline sur un secteur sur lequel il faut être vigilant aussi. Ouais, c'est délicat. Nous, c'est vrai que top 14, on aime bien la conquête, on aime bien faire du mal à l'adversaire en mêlée. Sur les ballons portés, des fois, là, on voit que même si on avance en mêlée, on n'est pas récompensé, on est même des fois pénalisé. Donc, c'est vraiment, là, il faut passer, que les joueurs soient concentrés et vraiment passer à autre chose, quoi. Ouais, être hyper vigilant aussi quand on le sait, des bons buteurs aussi en face, être très, très vigilant par rapport à ça.
Philippe, une petite question là aussi, on le sait, c'est une compétition. On trouve que les équipes françaises ont aussi peut-être un coup à jouer sur cette Coupe d'Europe. On l'a vu notamment avec hier le Stade Toulousain qui va gagner à l'Ulster. Est-ce que finalement il peut y avoir aussi une surprise dans cette compétition pour les clubs français? Une surprise, c'est sûr qu'il y a un gros coup à jouer. Je trouve que les effectifs des clubs du top 14 qui jouent la Coupe d'Europe cette année sont bien garnis, très bien préparés et une bonne forme physique malgré les difficultés que les clubs ont dû vivre pendant qui est toujours d'actualité, la crise sanitaire. Les bonnes surprises, je pense que ça veut dire quoi de voir les choses qu'on n'aurait pas attendues des clubs français. Je pense qu'on peut attendre vraiment les très belles choses. On commence à les voir déjà avec Toulouse hier qui a gagné à Ulster. Ça a toujours été un endroit très difficile, là où c'est très difficile à gagner. Aujourd'hui, Toulon reçoit Sale. Je pense que Toulon part favori, même si je pense que l'équipe n'aime jamais qu'on explique qu'elle est favori. Mais maintenant, c'est la question de savoir mettre les choses en place pendant les phases de poule. L'équipe de Toulon aujourd'hui, si on parle de Toulon, on parle des clubs français en général, mais on a les joueurs qui s'échauffent devant nous. On a l'impression qu'entre eux, dans les vestiaires, que ça se passe plutôt bien, qu'ils arrivent à mettre les choses en place. Maintenant, contre une équipe anglaise qu'on connaît assez peu finalement, comment ça va se passer, on verra bientôt, mais je pense qu'on n'a que des signes positifs. Donc on ne sera pas surpris, à mon sens, que ça se passe bien pour Toulon, pour les autres clubs français. Après, ça n'engage que moi sur ce que je vais dire, mais Sébastien, c'est vrai, il faut se rappeler aussi, le RCT a perdu en finale, malheureusement contre Bristol il y a déjà 2 mois. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un air de revanche là aussi? Oui, c'est sûr que ça fait pas longtemps, hein. Les joueurs l'ont un petit peu en travers. Bristol, c'est vrai que c'est une des grosses équipes maintenant du championnat anglais. Donc c'est l'occasion pour eux de remettre les pendules à l'heure contre Sale cet après-midi, quoi. Alors, on l'a vu, hein, cette équipe de Sale qui fait bonne figure depuis le début de saison et qui a eu aussi, alors c'est un peu particulier, le départ de leur manager Steve Diamond qui est parti après plus de 10 ans à la tête des Sharks. Est-ce que ça peut jouer sur la tête des joueurs? Dans la tête des joueurs, pardon. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile quand le manager s'en va comme ça en cours de saison. En plus, je pense qu'ils avaient des résultats corrects. Donc, je sais pas si c'est réellement sportif ou c'est extra sportif. Mais bon, après, les joueurs maintenant, ils sont préparés. C'est des professionnels. Je pense que rien que de venir à Toulon contre une équipe qui a des grands joueurs en face, je pense que les Anglais, ils vont être prêts et ils vont pas avoir d'état d'âme aujourd'hui, quoi. Philippe, on peut revenir aussi sur cette dernière décennie. On va parler bien sûr du RCT. Finalement, c'est une compétition qui leur va bien aussi au RCT. Quand on voit ce qu'elle a pu faire, on ne va pas revenir sur ces 3 belles finales de Coupe d'Europe gagnées. C'est une compétition, comme je disais, Philippe, qui leur va bien aussi au RCT. En effet. Personnellement, j'ai fini en 2010 avec le final que Seb a joué aussi contre Cardiff, perdu. C'est toujours un déchirement et on a toujours, c'est Eric Chang qui a dit, on a toujours le cœur qui saigne avec ces matchs-là perdus. Maintenant, 3 ans après, 4 ans après, j'étais spectateur quand j'ai vu l'équipe de RCT gagner ces 3 Coupes d'Europe. De l'extérieur, c'était tout simplement phénoménal de voir ça. Je me souviens du premier match la première finale contre Clermont à Dublin. J'étais dans un aéroport, je regardais ça à l'étranger. Je croyais que le cœur allait s'arrêter à des moments donnés, tellement c'était tendu, mais c'était tout simplement magnifique de voir le pilou après le match, de voir cette joie et de cette effusion de bonheur qui était créée à travers le travail. C'est ça qu'on retient, c'est que ce groupe-là a dû travailler comme des fous pour y arriver. Et ça demande derrière, on a le respect et on est reconnaissant parce qu'on a vécu à travers quelque chose de magnifique. Après, ils ont renouvelé, ça montre aussi bien cette capacité à se remettre en question, à répéter, et c'était très beau à voir. C'est bien parce que quelque part aussi, peut-être à travers cette nouvelle génération du RCT, il y a aussi une histoire à construire, n'est-ce pas? Ah non, mais c'est vrai que maintenant on voit justement les jeunes, ils sont prêts, on les a vus, ils sont déjà prêts, on l'a vu au niveau international avec l'équipe de France, on a vu Jean Bagro, Carbonel, voilà, c'est des joueurs maintenant, ils sont déjà efficaces, on dirait qu'ils ont 10 ans d'expérience. Donc pour le club de Toulon, c'est vraiment une chance incroyable. On a vu qu'ils avaient re-signé en plus, donc c'est une super nouvelle pour le club. Et c'est vraiment positif pour le rugby club toulonnais, quoi. Tant mieux. Messieurs, juste avant de vous laisser partir dans les tribunes regarder ce match, Fitzy, un petit souvenir sur toutes ces années à Mayol, est-ce qu'il y a un truc particulier ou pas?
J'en ai eu tellement, et j'ai eu cette chance-là d'avoir eu tellement de bons moments à Mayol. C'est une question compliquée, mais c'est vrai que lorsqu'on est monté de D2 en 2005 contre Tarbes ici, dernier match de la saison, avec une équipe très unie derrière les entraîneurs qui aimaient beaucoup leurs joueurs, avec un président qui aimait beaucoup ses joueurs, et de faire ça à Mayol lors de la dernière journée devant le public et ensuite d'aller du stade jusqu'à la mairie pour être en union avec les supporters, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. C'était tout simplement magnifique. Ouais, c'est des bons souvenirs. Toi, Sébastien aussi? Oui, c'est peut-être, comme on disait, le premier titre en 2013, la première Coupe d'Europe. C'est vrai, comme il dit Fizzy, on travaille énormément. On avait beaucoup de défaites en finale et on voulait vraiment concrétiser nos efforts et faire plaisir au peuple toulonnais. Et ils nous l'ont bien rendu. Et après, l'histoire a continué avec des super résultats. Donc maintenant, on est tous derrière cette équipe et on espère qu'ils vont encore nous faire rêver, quoi. Bah, les messieurs, juste avant de vous quitter, moi aussi j'avais envie de vous faire partager avec vous quelques souvenirs, quelques photos. Tiens, on va commencer avec toi, Sébastien. C'est une très belle photo, hein, je la montre à l'écran. On l'a aussi, regarde, c'est un peu un style un peu Tana Umaga, non? Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Un peu ou pas? Bonne posture, ballon en deux mains, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, Philippe? Seb? Non, ben, c'est rare quand j'avais le ballon, donc le journaliste, le photographe, il a été très bon. Non, je suis content, tu avais le ballon, c'est super. Philippe, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça aussi? Écoute, moi aussi, je suis allé chercher une photo te concernant et je la trouve magnifique celle-ci, tu vois. C'est sur une mêlée, on va la montrer là aussi. Regarde, qui te rappelle des souvenirs avec quand même un sacré pilier gauche, il faut le rappeler. Jeannot, Jean-Jacques Granca, des bons souvenirs aussi. Hein. La cage, ça reste quelque chose de particulier. Alors je vais me faire taper sur les doigts, comme je le disais juste avant le début de l'émission. On reste qu'entre gros dans cette émission. Je vous promets, il y aura des trois quarts, mais on ne sait pas quand. Normalement, ça devrait venir, ça ne devrait pas tarder. Mais voilà, quel souvenir ça te rappelle un peu? Je me souviens très bien de ce match. On jouait contre Auch, qui, à mon sens, était premier du championnat des D2. Et je me souviens très bien parce que le maillot était plein. Et là, on a vécu un très grand moment. Le moment entre le sifflet de l'arbitre et le moment où l'arbitre ouvre la porte des vestiaires. Et il y avait une minute où on est resté comme ça entre nous, très motivés avant d'attaquer Auch. Et ce sont pour ces moments-là qu'on joue au rugby, je pense. Ouais. Mais après, on ne dira pas ce qui se passe dans le vestiaire parce que ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Messieurs, on va vous laisser tranquille. Merci en tout cas d'être venus dans l'émission. Nous, on va en profiter, tiens, pour parler du match, de vous lancer la conférence de presse qu'il y a eu cette semaine. Capitaliser, on a surtout vu que collectivement, l'équipe était en place, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la stratégie. Tout a fonctionné, tout ce qu'on avait travaillé toute la semaine. Donc les joueurs se sont plutôt bien approprié le truc. Notamment la conduite du match. Après, là où on a pêché, c'est sur des erreurs individuelles plus. C'est pas collectivement qu'on a perdu le match. J'aurais préféré qu'on le perde collectivement sur une mauvaise stratégie, sur prendre des essais comme ça, mais on a vu que c'est sur des erreurs individuelles, qu'elles soient de défense, d'indiscipline ou de ballons perdus dans le trafic. Voilà, on a perdu quasiment 6 ballons au contact dans la zone de marque, en tentant des passes un peu impossibles. On a perdu plus de ballons sur des mauvais nettoyages, sur contestation à l'arbitre. Donc ça, c'est des carences individuelles qu'on peut gommer. Le plus important, c'est que l'équipe soit en place comme elle a été collectivement. Et après, c'est du travail individuel. Voilà, les joueurs étaient déçus, mais quand ils ont revu les images, ils ont compris que les joueurs qui ont fait certaines erreurs, et ils ont bien compris que ça a coûté le match à l'équipe. Donc le but, en Coupe d'Europe, ça pardonne encore moins, c'est de ne pas retomber dans ces travers. La mêlée, voilà, c'est quelque chose aussi qui est très important pour le club. C'est un peu dans les ADN, j'ai envie de dire, voilà, mais on bosse beaucoup. Après, on a vu que la mêlée de Sale était quand même très costaud, donc ne pas se baser pas rester sur nos acquis et bosser. On a bien bossé cette semaine, voilà, mais on sait qu'on sera attendu là-dessus ce week-end, vu leur paquet d'avant. Oui, c'est vrai que honnêtement, on dirait que c'est passé très très longtemps de cette finale malheureusement perdue contre Bristol et le match contre Leicester aussi, mais c'est vrai que c'est le niveau européen, en tout cas quand on joue des équipes anglo-saxonnes, on sait très bien que
à niveau de l'intensité et de la vitesse, voilà, on sera servi, que bien évidemment, on connaît très bien aussi que le contexte, un arbitrage aussi anglo-saxon différent, donc on a pris une interprétation aussi des règles différentes, donc ça on le sait, je pense qu'on le répète depuis plusieurs années, tout le temps, donc je dis rien de nouveau, donc non, je pense que en tout cas c'était bien ce match aussi contre le Stade français avant de commencer la Champions Cup, parce que je pense que c'est une équipe aussi qui avait pas mal d'individualité et c'était très bien quand même malgré la défaite voilà, d'être rassuré dans le contenu de match. Donc voilà, on venait aussi de matchs gagnés contre Pau et Brive aussi, donc c'est important pour nous de bien commencer cette compétition, et on sait très bien que Selchar déjà c'est un gros morceau à la maison, donc il faudra bien attaquer. On est content de retrouver, nos deux amis aussi pareil, Olivier Roy et Alex Massari, les deux coprésidents de l'association. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien, un beau temps pour ce beau match, mieux que hier. Donc, Voilà, très bien dans le contexte, quoi. On est quand même tristouné, pour ne pas dire très triste, de voir le stade tout vide, mais on ne peut pas faire autrement. Oui, c'est vrai que c'est malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Le huis clos n'est pas si facile pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, à travers des émissions comme celle-ci, on essaie d'apporter la bonne humeur et aussi de la joie dans ces moments un peu compliqués. Mon cher Olivier, alors je reviendrai après avec Alex, c'est une nouvelle nomination, parce qu'on le sait, ça fait quoi ? Ça fait 6 mois maintenant, un peu moins ? depuis fin septembre. Depuis 20 septembre, donc ça fait déjà 2 mois. Tu vois, je suis très bon pour les chiffres, mais on en parlera après. Tu viens d'être nommé donc coprésident de l'association. Je pense que tu dois ressentir une certaine fierté. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une vieille tradition familiale et à mon tour d'œuvrer un peu plus pour le RCT. J'avais eu la chance de m'occuper du centenaire en 2008, ce qui est une belle aventure, et d'être dirigeant depuis l'ère de Jérôme Gallion. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre plus de responsabilités aux côtés d'Alex. Alex, pour vous, c'est pas une nouveauté. Ça fait déjà 6 ans que vous êtes auprès de l'association. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Moi, je suis ravi que Olivier soit avec moi. Comme ça, Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que je suis ravi qu'on puisse travailler ensemble avec Olivier. Puis, on s'est renforcé au niveau du comité directeur, puisque normalement, au maximum, on peut être 45 et on est arrivé à 45. Ce qui nous permet à ce moment-là d'avoir de nombreuses commissions pour répondre à nos nouvelles ambitions et puis préparer le déménagement, parce que d'ici quelques mois, on va se retrouver avec Bernard Lemaître à Bergne. Oui, on l'a vu notamment sur les premières émissions. On avait fait, nous, une vue d'ensemble. On avait présenté cette belle vidéo de présentation sur le nouveau campus RCT, et de retrouver toute la famille du RCT. Justement, je vais te poser la question à toi, Olivier. Il existe une belle passerelle quand même entre le monde, la SASP et puis aussi l'ASSO. Hein. Oui, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Bernard Lemaître dans la continuité du club aujourd'hui, la part belle est faite à la formation, et donc c'est vrai que Toulon a toujours été un grand club formateur, mais aujourd'hui, grâce aussi l'implication de Patrice Colazo, de Bric d'Alsa Martini, c'est une vraie réalité. Et pour l'ensemble de nos jeunes joueurs, concrètement, quand ils voient Louis Carbonel jouer, Jean-Baptiste Gros, tout, le petit Moretti qui est encore remplaçant pour ce match très important, on voit que c'est possible, et donc c'est une belle motivation pour tous nos jeunes. Ça doit vous faire plaisir aussi, Alex, de voir tous ces petits jeunes qui ont émergé aussi de l'école de rugby, de les voir porter aussi le maillot de l'équipe première. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est que la formation toulonnaise, ça fait quelque temps qu'on fait du bon boulot, mais que le bon boulot, on le faisait pour d'autres clubs. Les jeunes que nous formons restent sur place, et on les retrouve sur la pelouse de Mayol, pas mal de jeunes. Et ça, c'est très bien. Et les jeunes, surtout maintenant, se rendent compte que s'ils se donnent à fond, ils peuvent se retrouver au RCT. Alors qu'avant, ils étaient presque convaincus de l'inverse. Alors c'est bien, parce que maintenant, ils ne jouent plus presque en première. Maintenant, ils vont directement en équipe de France. On l'a vu notamment avec Jean-Baptiste Gros, on l'a vu avec Luc Carbonel, Swan Rebadge, avec Gabin Villiers. Donc ça doit faire plaisir aussi au club. Hein. C'est une belle fierté d'avoir tous ces jeunes joueurs émergés. Et on voit que la filière de formation est mise en avant. Donc pour le club, c'est une fierté incroyable. Et là, d'un coup, c'est vrai qu'on a une belle promotion. Olivier, on va parler aussi de grands projets au sein de l'association, avec notamment ce nouveau projet d'école ovale. Tu peux nous en parler plus longuement ?
Alors, dans l'école ovale, ça implique plusieurs schémas, hein, mais pour nous, c'est important de repenser l'école de rugby et que dans la balle, on va dire l'école ovale, c'est aussi d'aller élargir notre base de recrutement pour les jeunes joueurs, donner envie de venir au rugby, faire du recrutement. Et donc, ça passe par la balle ovale au niveau de l'école primaire, ça passe par aussi réinvestir les quartiers. Donc, c'est des chantiers qu'on a innovés. C'est aussi repenser les stages et on espère que tu pourra être le parrain aussi de nos stages. Avec grand plaisir, mon cher Olivier. Avec grand plaisir. C'est noté, mais tu sais, de venir, alors pas expliquer le jeu au pied parce que je n'en ai pas les compétences, mais venir passer un moment avec l'école de rugby avec grand plaisir et pourquoi pas, tu vois, reprendre un peu les bases de la mêlée avec grand plaisir. Alex, j'ai le droit ou pas? Est-ce que vous m'invitez? Non seulement, non, c'est pas le droit, ce sera un grand honneur pour nous. Une obligation. Voilà, et surtout là, maintenant que c'est enregistré. On se servira. On peut pas s'échapper. On peut plus s'échapper. Là, c'est... Bon, en même temps, Khalid t'es pas souvent échappé, donc non, on pas inquiet. Pas. Tu sais, en plus à l'époque. Parce que pour les stages, là, justement, j'ai travaillé ce matin avec Louis. Pour les stages, il est prévu qu'on ait des pointures, on va dire, rugbyistiques qui viennent. Et comme ça donnera plus de poids et de rayonnement à nos stages. Je pense qu'on fera aussi, nous, l'effort de venir avec certains anciens et j'irai réquisitionner un peu. Vous savez, dans la région, il y a pas mal de monde. Même s'il faut aller chercher certains qui sont un peu plus hauts, on ira les chercher avec grand plaisir. Messieurs, en tout cas, nous, on vous remercie d'être venus rapidement. C'est vrai que c'est un peu court, mais le match approche. Il va falloir aussi qu'on réceptionne nos deux joueurs, Mathéo Le Corvec et Mathias Alaganou. Écoutez, on vous souhaite un très bon match. On se dit à très vite, mon cher Olivier, Alex, à très bientôt, bien sûr, pour ce stage. En tout cas, plein de bonnes choses pour vous, pour cette belle école de rugby qui a fait émerger beaucoup de talents et qui continuera sur le même chemin. Merci à vous. Allez, juste avant de retrouver les deux joueurs, on va en profiter pour vous montrer. On a eu la chance et le privilège d'avoir Manonou en interview cette semaine et il va nous parler notamment de son approche de cette Coupe d'Europe. Yes, my best memories of the European Cup was actually playing here at home. We played Wasps and I think we managed to win in the last minute and it's one of my best memories because we were down on points and we managed to come back and play and win. Si ça sort vite, il y a un énorme surnombre. Ouais, c'est quasiment vite, loin, Manonou qui navigue. Incroyable, l'essai de Drew Mitchell. Et on vous disait que Manonou pouvait apporter à Toulon. Il a joué parfaitement cette attaque en fixant le dernier défenseur. Et la classe, bien sûr, la classe de joueurs de renommée mondiale. Manonou qui donne cette passe à hauteur pour Drew Mitchell. Une passe qui vaut de l'or, parce que évidemment c'est... Yeah, I actually watched the game. That was in Aix-en-Provence. The team led at half-time and the boys were playing well. So, but knowing finals, it's really tough, and you really have to play for 80 minutes. So, Bristol won, but we have a lot to prove for this season, and I believe in our team, so we're ready for the next challenge. Yeah, Sale and Scarlets are a very tough side. I remember we played Sale a couple of years ago when I was here, and so it's Kneffley as well. The Scarlets are a tough side. I think we got a tough job at hand. So, but we're looking forward to the challenge. There from the South African Van der Merwe, and they've got a numerical advantage if they can get it through the hands. Nonu, Remen out wide. He may not need them. Nonu, what a start from Toulon. He'd scored a try in a World Cup final, but never scored one in European rugby. I think the main player we got to watch out for is Faf de Klerk, the South African number 9. But I think he's got an equal opponent in our number 9, Baptiste. He's a star in the rising. Plays for France as well, and very nice guy, handsome,
and he's from Bordeaux, which is a shame, but he loves Toulon, so yeah. Allez, on est content de retrouver nos deux amis, Matteo Le Carovec et Mathias Alagaou. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Merci. Ça va? Tout va bien? Et toi? Impeccable. Écoutez, ça nous fait très très plaisir de vous avoir. On va discuter bien sûr de ce match, parce qu'on a eu dans un premier temps les deux anciens, Sébastien Bruno et Philippe Fitzgerald, mais ils n'ont pas voulu lâcher, tu sais, un peu les morceaux en disant oui, non, mais tu sais. En tout cas, on leur a fait confiance et ils prévoient aussi dans leur prédiction, dans leur pronostic, une victoire du RCT. Messieurs, on va revenir rapidement. Tiens, on va commencer déjà par la compo. On va parler de celle de Celle. On va le voir notamment à l'écran. Et on va parler dans cette équipe de deux joueurs qui sont quand même à surveiller. On va parler bien sûr du capitaine Jeannot Ross, ex-joueur du Stade français, qui a déjà une expérience du rugby français. Et aussi, mais vous le verrez ça aussi sur le banc des remplaçants, c'est Favre de Klerk, le demi-mêlée sud-africain qui a été champion du monde. Justement, messieurs, vous, ça vous concerne. Cette équipe de Celle qui arrive, qui a enchaîné, on le disait aussi tout à l'heure, une belle saison. Hein. C'est sûr, ouais. L'an dernier, ils ont... Je sais pas quand est-ce qu'ils... Pardon. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés la compétition précédente. Ouais, mais aujourd'hui, ils sont 4e du championnat. Donc c'est une grosse équipe, c'est sûr. Va falloir s'attendre à un gros combat aujourd'hui. Et j'espère qu'ils vont gagner aujourd'hui. C'est pour lancer leur saison européenne. Donc il faut qu'ils fassent un beau match, quoi. Ouais, le plus important, c'est que, comme tu dis, que ce soit le RCT qui gagne aujourd'hui. Mathias, toi aussi, quand je disais tout à l'heure, le fait que Jeannot Ross, le capitaine, ait joué en France, est-ce que ça peut aussi avoir un petit avantage? Est-ce que ça peut aussi aider son équipe sur la préparation d'un match ou sur comment jouer un peu les équipes françaises? Ouais, je pense qu'il va pouvoir apporter son expérience par rapport à son aventure qu'il a au Stade français. Il a joué avec Sergio Parissé, il a joué avec Raphaël Lacafia, tout ça, donc on pense qu'il va peut-être donner quelques tuyaux, mais après, c'est pas un joueur qui va non plus faire la différence face à 23 Toulonnais en face. Donc, C'est une bonne déduction. C'est vrai que tout seul, on n'y arrive pas. À plusieurs, on peut faire quelque chose. Tiens, on va passer à l'écran la composition du RCT, avec, comme tu viens de le dire, Mathias, notamment la nomination de Sergio Parissé en tant que capitaine. Pas trop une surprise, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, là aussi, Sergio enchaîne les belles performances. Hein. Ouais, c'est vrai que Sergio, je ne dirais pas qu'il a l'âge qu'il a. Enfin, au plus vieilli, entre guillemets, au plus il est fort presque. Donc même quand il n'était pas capitaine avant, il parlait beaucoup dans le vestiaire, à l'entraînement, tout ça. Donc je pense que c'est dans sa nature d'être comme ça, d'emmener les autres, surtout les jeunes aussi. Donc je pense que c'est que du plus pour lancer cette campagne européenne, de mettre Sergio Parissé capitaine. Mathéo, on va parler aussi des deux autres retours. On va parler bien sûr de Louis Carbonel et de Gabin Villière, qui ont réussi une très belle performance contre les Anglais. Là aussi, ça va porter aussi un plus à cette équipe du RCT. Hein. Oui, tout à fait, parce que Louis, c'est le maestro du RCT. De par son jeune âge, il apporte beaucoup de choses à cette équipe. Et Gabin qui cette année s'est épanoui. Il a enchaîné des super bons matchs et je leur souhaite d'apporter le plus de choses au groupe aujourd'hui. Justement, on va revenir au-delà du match, on va revenir sur la semaine. Une semaine qui a dû se préparer, on va dire, assez sérieusement. On le sait, hein, si on devait débriefer rapidement du match contre le Stade français, on peut avoir des regrets de ne pas être revenu avec une victoire. On n'était pas loin. Aujourd'hui, comment s'est passé un peu cette semaine? Assez, comme je dis, est-ce qu'on a bien identifié un peu cette équipe de Sahel ou... Déjà, premièrement, on était... content de la prestation au Stade français, frustré de ne pas avoir gagné, mais on s'est rassuré sur notre jeu, l'envie qu'on y a mis, l'état d'esprit, et offensivement on arrive à mieux se trouver et tout, comme ça a été dit dans la semaine. Après on est vite passé à Sale, parce que c'est quand même une très belle équipe en face. Donc on a vu les points forts qu'ils avaient, mais aussi leurs points faibles. Et voilà, au niveau de la mêlée, on s'est concentré aussi, parce qu'on a vu que c'était quand même très solide. Ouais, justement, donc, on va mettre à l'image, tu vois, ça tombe bien Mathias, c'est une bonne transition. On va mettre, tu sais, les images de l'entraînement en mêlée cette semaine. Voilà. C'est un secteur sur lequel vous vouliez insister. Hein. Oui, surtout quand on joue à Toulon, la mêlée, c'est plus que capital. Et après, quand au rugby, si on avance devant sur les ballons portés sur la mêlée, c'est plus facile.
Donc on a fait des belles séances de mêlée, comme chaque semaine, on va dire. J'aime bien parce que tu as le sourire. Tu vois, c'est bien de voir aussi les avants quand ils ont le sourire, quand ils parlent de mêlée, parce que voilà. comme tu dis, ça fait partie de l'ADN du club. Je vais te laisser finir, Mathias, désolé. Mais c'est aussi, c'est les principes, c'est les bases de ce sport, d'être aussi bon sur les fondamentaux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on s'est bien entraîné sur la mêlée, la touche elle est réglée, notamment avec Sergio et Swan. Et après, voilà, la première ligne, avec Anthony Triard, Christopher Tolofoy qui ont toute la confiance de Patrice et qui vont emmener tout le monde vers la victoire. Et déjà, si on avance en mêlée, ce sera déjà bien aujourd'hui, j'espère. Oui, on n'est pas inquiet, on verra ça dans les prochaines minutes. Mathéo, pareil, on l'a vu, vous avez travaillé aussi la défense cette semaine, un secteur qui marche bien aussi depuis le début de saison. Bien sûr, je ne sais pas quel classement on est en défense, mais on a vu sur tous les précédents matchs qu'en défense, on a été, on va dire, impeccable. Qu'il y a eu de grosses phases défensives au bord de nos lignes qu'on n'a jamais lâchées et c'est bien de le souligner. Ouais. On le disait, je ne sais pas si on l'a vu, les images aussi de la défense cette semaine. Justement, à quel type de match pensez-vous faut-il s'attendre cet après-midi? Je pense à un match avec beaucoup d'engagement, mais j'espère du jeu. Mais je pense que vraiment la clé du match, ça va être l'engagement, ça va être l'agressivité et il va falloir prendre le dessus face à ces Anglais. Mathias, est-ce que finalement ce match-là qui a aussi son importance, c'est pas aussi un match important et préparatoire pour le prochain match contre les Scarlets? Bien sûr, là on change de compétition, c'est un autre rythme, c'est un nouvel arbitrage, c'est plein de nouvelles choses. Donc c'est sûr que c'est un gros match pour nous, mais ça va être aussi un bon test pour retrouver la Champions Cup qu'on n'avait pas retrouvé depuis quelques années. Du coup, aujourd'hui c'est un grand test, on va essayer de le relever. On s'est bien préparé en tout cas. Et si on arrive à faire un bon match aujourd'hui, ce que je pense qu'il va être le cas, on va engendrer de la confiance et c'est sûr ça préparera bien sûr les Scarlets. Et après voilà, c'est tout qui s'enchaîne, le top 14 revient, on sera confiant. Il faudra enchaîner les deux compétitions, on le sait, c'est une période qui est intense mais aussi intéressante de pouvoir jouer aussi les deux tableaux. Et puis on le sait, c'est une compétition, notamment la Champions Cup, qui est assez particulière cette saison. Messieurs, on va vous laisser là aussi rejoindre votre équipe. Merci d'être venus dans l'émission, on a passé un joli moment. Merci pour ce sourire, ce beau petit moment. Mathéo, nous on se revoit bientôt, Mathias aussi. Et puis la prochaine fois, en bas, ok? Et on va toujours pareil, quelques mêlées, quelques touches, et on va se mettre comme il faut pour gagner ces matchs-là. Messieurs, en tout cas, merci à vous. On va vous laisser tranquille, nous c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se dit à très vite. Et puis surtout, un bon match. Merci. À plus.